La musique comme trait d'union, comme moyen d'intégration pour vivre ensemble et puis pour s'épanouir en cette période de tension en France. Voilà un programme ambitieux, c'est celui de Didier Lockwood dans le rapport qu'il a remis à Manuel Valls le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique. Rapport sur la transmission de la musique en France aujourd'hui et puis rapport qui fait des propositions. Plus d'oralité, moins de solfège, plus de senti rythmique et davantage d'instruments. On en parle avec vous, Didier Lockwood, merci d'être notre invité. Vous Bonjour. êtes violoniste de jazz avec une carrière internationale. Vous venez de sortir cet album, Apesanta, voilà, un space opéra, pourrait-on dire. Pourquoi avoir accepté de rédiger ce rapport? C'était il y a déjà quelques années. C'était important de s'interroger sur la formation musicale en France. C'était une nécessité? Je crois qu'il faut que les choses évoluent dans tous les domaines. Donc il y a des questions à se poser dans chaque domaine, et la musique en est un. Et l'enseignement de la musique en est un privilégié, puisque je pense que c'est un outil de transmission exceptionnel, de valeurs, transmission de valeurs extrêmement importantes pour le savoir-vivre, le vivre ensemble. Oui, dans la musique est un art vertueux. Alors, pour rédiger ce rapport, vous avez rencontré de nombreux acteurs de la formation musicale en France, mais aussi ailleurs. Quel constat est-ce que vous avez fait de ce secteur lorsque vous avez rédigé ce rapport ? En fait, le rapport était porté sur la pratique orchestrale à l'école, c'est-à-dire ces classes orchestres qui émergent de plus en plus maintenant dans les établissements scolaires. Et c'était en fait faire un petit peu une reconnaissance de tous les dispositifs qui existaient déjà, leur niveau de performance, leur adaptabilité, parce que ce qui était important, c'est d'essayer de généraliser ce système. Oui, parce que vous parliez dans le rapport d'hétérogénéité, si je le dis bien, des formations, justement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on veut que tous les enfants de toutes les couches sociales, et ça c'est très très important, et couches culturelles aussi, puissent avoir un accès direct à la musique, il faut qu'on trouve des moyens et un outil qui soit hétérogène au niveau de la présentation des esthétiques musicales qu'on va utiliser notamment, mais aussi de l'instrumentation, vous voyez. Alors vous parliez du solfège, alors c'est vrai que on peut pas aujourd'hui dans ces classes à l'école demander à ces enfants de faire du solfège avant de pratiquer l'instrument. Le jeu, c'est un peu de voir ce qui se fait au Venezuela avec El Sistema. Oui, justement, vous en parlez énormément d'El Sistema. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je crois que tout le monde en parle. Il y a déjà des systèmes en France qui s'inspirent d'El Sistema, Demos, notamment Passeur d'Art ou Orchestre à l'école aussi. On voit El Sistema en ce moment à l'image. Oui, c'est exceptionnel. J'y suis allé. Donc, Alors, en fait, il s'agit d'un programme mis en place en 1975 par un économiste et musicien, José Antonio Abreu, c'est ça, voilà, qui était destiné aux jeunes, aux enfants et souvent les plus défavorisés. Et tout le monde pouvait jouer, en fait, c'est ça. Un programme gratuit. Voilà, d'éducation musicale. il avait été lui-même, je pense, ministre de l'économie, donc c'est un économiste, c'est étonnant, musicien, mais pas si étonnant que ça en même temps. Non, pas étonnant, mais c'est là où on voit que l'apport d'une discipline artistique comme la musique vraiment éveille les consciences. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut remarquer dans notre désespérance, c'est que en fait la vie et tout le système de la société provoque des frustrations énormes dans cette tranche d'âge. Adolescente et on est très sensible à la musique aussi quand on est adolescent. On découvre un peu tout, on se dirige. Enfin, c'est aussi une question d'identité. Il y a un sentiment d'appartenance quand on dit qu'on aime tel groupe, tel chanteur, telle chanteuse. Mais bien sûr, en plus, la musique, c'est une façon de se personnaliser, c'est de montrer aussi son originalité. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une culture musicale mercantile, on est dans une industrie culturelle, voyez-vous. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que la musique est un objet de consommation et non pas un objet d'élévation. Et pas un objet justement de lien social. Pour évoquer à nouveau El Sistema, c'était un engagement militant, ce programme. C'était aussi à destination de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la violence. Et ça a marché.
Oui, Tous en fait, ces enfants, il y a près de 500 000 enfants aujourd'hui qui... C'est un enseignement gratuit de la musique, mais qui s'adressait à toute la population. Donc on avait des enfants des familles aisées, et voilà, qui font de la musique avec des enfants des quartiers Il y avait une vraie mixité défavorisés. sociale. Et voilà, et à l'intérieur de ces groupes, on apprend la solidarité, puisque ceux qui ont 3 ans d'orchestre aident ceux qui viennent de rentrer, mais ça se fait automatiquement. Et ils apprennent tout de suite à transmettre. Et vous évoquez notamment aussi les musiciens manouches. Voilà, qui passe énormément par l'oralité, Voilà. par le mimétisme. Alors, il n'est aucunement question d'arrêter le solfège. C'est pas ça l'histoire. Non, vous n'êtes pas en guerre contre le solfège. Non, voilà, c'est pas ça. Bien. Mais je pense qu'un établissement d'enseignement musical public doit s'adresser à toute la population. Aujourd'hui... Est-ce que c'est trop élitiste aujourd'hui en France? C'est-à-dire qu'on apprend... Les enfants ne sont plus dans la disponibilité d'apprendre comme on apprenait il y a des années. Vous voyez, on a, avec le numérique, je veux dire, c'est pas possible. Si on veut qu'ils continuent à faire de la musique, il faut qu'ils puissent pratiquer, jouer, rentrer dans le jeu de la musique tout de suite. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des centaines et des milliers d'enseignants qui ont été formés sur des méthodes d'enseignement qui étaient valables encore il y a quelques années, mais qui aujourd'hui sont Et vous difficiles. préconisez justement des formations continues pour ces enseignants? Bien sûr, des formations continues et puis plus ouvertes aussi. Voilà, plus ouvertes, créer d'autres diplômes, d'autres compétences. Il faut réfléchir et c'est tous ensemble qu'il nous faut réfléchir. C'est pas moi qui vais donner une vérité ou non, mais il faut le faire. Et il faut que chacun cesse de vouloir toujours prêcher pour sa paroisse. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble on a des points de repère maintenant. On peut vraiment travailler. Mais ce qui est important, c'est vraiment de transmettre la passion de la musique. Moi, je pense que dans tout ce qui est fait à l'école, il y a un paramètre qui manque, c'est d'aimer travailler, apprendre à aimer travailler. La notion de plaisir. Ben, vous voyez, j'ai fait la musique tout petit et je sais que j'en fais toujours et c'est ma nourriture. C'est ma nourriture spirituelle aussi et je pense que si on s'amuse à faire de la musique, on peut faire plein d'autres choses bien et avec amour et plaisir. Et une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver de la beauté, du beau. Vous voyez, on est dans le lait. Le lait, ça engage, je dirais, l'horreur, ça engage la violence, la frustration. Le beau, ça engage l'amour. Sur le vivre ensemble contre la violence, l'apprentissage collectif de la musique a pourtant des effets bénéfiques, écrivez-vous dans votre rapport. Et dans une France meurtrie par les attentats, c'est un discours qui devrait plaire aux politiques, j'imagine. Oui, alors... Est-ce que c'est le cas? Vous savez, il y a un haut conseil d'éducation artistique et culturelle que je dirigeais pendant 8 ans. Et aujourd'hui, j'en fais partie, mais je suis chargé de mission. Donc, c'est pour ça que j'ai été missionné pour ce dossier. On vous voit enseigner là, ou en tout cas faire une démonstration. Mais vous ne pouvez pas savoir comme c'est gratifiant de voir dans les yeux de ces enfants un éclair d'espérance quand ils font de la musique. Puisqu'ils se découvrent, on est par nos sens. Oui, c'est ce que vous dites. Il faut plus de sensorialité, plus d'intuition et travailler plus sur le senti rythmique. On sent bien le violoniste de jazz. Le corps. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un monde virtuel. Et on se rend compte des limites et de ce que ça, de l'effet totalitaire que c'est en train de générer. Puisque vous savez qu'on est aujourd'hui, on sait ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on aime. Donc c'est très important et personne n'est vraiment réellement informé de ce qui se passe. Et je pense que d'être en face, dans un rapport physique, instrumental avec des enfants, tout de suite, ça crée quelque chose qui est indispensable, je dirais, à l'humanité. C'est-à-dire, c'est cette proximité, ce sont ces échanges entre nous, de nous sentir, de nous voir et de nous apprécier et d'apprendre
à partager. Ça sera jamais sur Facebook. Ça sera jamais sur ces choses-là. Vous voyez ? Donc c'est extrêmement important que les politiques comprennent que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Si on prive nos enfants d'avoir cet accès particulier aux sensibles, on est très, très mal parti. Alors Didier Lockwood, comment faire aujourd'hui pour décloisonner cette éducation musicale ? Comment aller vers cette démocratisation culturelle ? Eh bien, vous savez, alors, je suis très, très, très gêné parfois parce que j'ai pratiquement aucun diplôme. Vous voyez, j'ai appris sur le tas. J'ai appris au conservatoire, naturellement. Mais je dis toujours que j'ai commencé vraiment à rentrer en musique quand je suis sorti du conservatoire. J'ai eu une vie extraordinaire. Entrée en musique, dites-vous, comme dans les ordres. Ouais. Oui, parce que, par exemple, le violon, c'est un instrument initiatique où on apprend les règles de la vie, et la patience surtout, et l'humilité. Donc aujourd'hui, je crois que pour bien vivre ensemble, il faut bien pouvoir vivre avec soi-même. Et on voit que tous ces jeunes là qui tournent comme ils tournent en ce moment, c'est parce qu'on ne leur donne pas non plus la possibilité de se découvrir eux-mêmes, pour pouvoir partager dans de bonnes conditions avec les autres. Il y a, encore une fois, des frustrations sans limite aujourd'hui. Il y a vraiment des réelles questions, vous voyez, par exemple, entre le Sud et le Nord. Il y a des questions entre le bien et le mal. Il faut arrêter de trancher les choses et d'opposer les choses. Voilà. Et la musique Et la musique, elle est là. C'est quelque chose qui va directement au cœur, puisque c'est de la vibration. Et il paraîtrait-il que, selon les concepts de la physique quantique aujourd'hui, tout est vibration. Tout est vibration. Merci Didier Lockwood d'avoir été notre invité. On a entendu votre appel et votre discours humaniste. Alors je précise que vous serez en concert ces prochaines semaines en France. Demain, samedi 30 juillet, à Foix, au Festival Jazz à Foix. Le 8 août à Moustier-Sainte-Marie. Le 17 août à l'île de Ré. Puis il y a aussi votre album, on l'a dit, Apaisantar, qui vient de paraître. Un album de jazz fusion présenté comme un space opéra avec même une voix d'extraterrestre. Alors, on est très ouvert. Patricia Petitbon, oui. Voilà, Patricia Petitbon. Mon épouse et qui chante. Alors, non, juste un petit mot sur ce disque. En fait, j'ai fait, avec mes amis, un disque de 52 minutes, puisque aujourd'hui, ce qui est très formidable, c'est qu'avec le marché du disque et toute la pression qui est mise sur les artistes, on peut se libérer puisqu'on ne peut plus rien espérer de ce marché.